Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast avec monsieur Corentin Jardineau et Noémie Lift. C'est Henri qui t'a recommandé sur la dernière interview et qui a proposé, ensuite tu m'as proposé que Noémie vienne pour qu'on parle de prépa mentale et notamment de la prochaine compétition de Olympian Bar. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Honneur aux dames. Donc, je m'appelle Noémie, je suis athlète de streetlifting depuis maintenant 1 an et demi et je suis actuellement championne de la Réunion en catégorie moins de 57 kg. Et moi je suis Corentin, donc athlète toujours en pratique, même si maintenant j'ai commencé un petit peu les coachings en street et plus récemment la prépa mentale. Coaching en street lifting du coup? En street lifting, en set and rep, voilà. On va dire calisthénie de manière générale, mais sans aller sur le statique et le freestyle, l'agilité. Très bien. Voilà. Et à côté de ça, du coup, vous faites quoi dans la vie? Études encore? Travail? Master? Licence? Lycée? Je sais pas. Moi, je suis actuellement étudiante en 3e année de droit, donc en licence. Licence? Et du coup, moi j'ai suivi un cursus universitaire. J'ai fait une licence TAPS, mention entraînement, donc au tampon. Et actuellement, je suis sur ma 2e année de master orientée sur le bien-être des individus et des organisations. Voilà. D'accord, donc en rapport un peu avec le sport de proche. Et toi, du coup, Noémie, tu es en droit. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de faire du street lifting? Parce que c'est pas très proche. Corentin, lui, il est déjà dans le sport de base. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, c'est vrai qu'en fait, donc à la base, moi je faisais de la musculation et donc en juillet 2023, j'ai rencontré des gens du street qui m'ont proposé un peu de m'apprendre les mouvements de base. Donc j'ai commencé au début par apprendre les dips et les tractions et ensuite il y a eu la compétition Olympian Cup où c'était vraiment la première compétition où les filles pouvaient participer. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai vu cette compétition, quand j'ai vu comment les filles se surpassaient, comment vraiment moi je les voyais vraiment fortes, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de m'investir pleinement dans ce sport. Très bien. Et toi, Corentin, du coup, c'est quoi qui t'a amené à te mettre au street lifting? Au street lifting, alors déjà, il faut savoir que moi j'ai commencé par le set and rep. J'ai découvert le street en rentrant à la fac, donc en première année. J'ai fait aussi des rencontres. Et en fait, je voulais balayer un petit peu tout. Je faisais un petit peu de statique, mais voilà, pour tester un petit peu le back lever, le front lever. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pris goût pour l'endurance. Donc enchaîner les répétitions. Et depuis, ça m'accompagne toujours et c'est ce qui m'a permis de développer une base pour après partir un petit peu sur le street lifting. C'est un peu un kiff maintenant. D'accord, Voilà. Chacun des backgrounds différents du coup. Et qu'est-ce qui a fait que vos chemins se sont croisés du coup? On s'entraînait dans la même salle tout simplement. Donc au fur et à mesure, forcément, on se voit un jour, on se dit bonjour, et au fur et à mesure, à force de se voir, forcément, étant donné qu'on partage quand même la même passion, les mêmes centres d'intérêt, au fur et à mesure, on commence à se parler et voilà. Bon. Et du coup, ça s'est fait un peu naturellement. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes plus street lifting ou plus endurance? Est-ce qu'il y a une préférence pour les deux ou pas? Moi, c'est street lifting à fond. C'est vrai que quand j'ai commencé, forcément, j'ai commencé avec de l'endurance et c'est pas mon truc. L'endurance, je trouve que moi, personnellement, c'est trop répétitif et je suis une personne, je me lasse quand même pas mal. Donc l'endurance, non. Et puis même au niveau des sensations, je préfère les sensations du street lifting plutôt que de l'endurance. Pour décevoir personne, je dirais plutôt, je me reconnais en tant que pratiquant d'endurance de force. Donc je fais tout. C'est-à-dire pour ceux qui savent pas ce que l'endurance de force, c'est de faire l'endurance avec donc de manière lestée. Bien entendu, la base c'est quand même le poids de corps. Il faut que ton mouvement soit assez propre. Il faut que tu sois techniquement en place avant de penser à te lester. Et beaucoup oublient cette partie qui est importante là, cette partie du volume du set and rep. Mais maintenant, c'est vrai que je tends plus vers ça, c'est-à-dire faire des performances, par exemple en dips, faire des max répétitions, mais avec du poids sur moi. J'ai envie de pas me donner de limite et de me dire que je veux retrouver des perfs que j'ai fait au poids de corps, mais cette fois-ci avec du poids.
Est-ce que tu as battu du coup depuis la dernière fois que tu as posté ton 8 x 15 kg en muscle up ou pas encore? Le 8 x 15 kg en muscle up, bon, ça c'était quand on va dire j'étais à mon prime en muscle up, je faisais beaucoup de muscle up durant cette période-là. Ces derniers mois, j'étais plus sur le renforcer mon tirage. Parce que c'est vrai que j'ai une dominante push, donc je voulais quand même renforcer les tractions. Mais j'ai progressé en dips, en endurance de force, voilà, sur des performances à 48 kg par exemple. 48 kg, Ouais. Combien de dips du coup? La plus récente, c'est 31 reps. 31 reps? Ouais. Et quand tu fais ce genre de record, tu fais une prépa spécifique ou tu... Souvent c'est ça, en fait, pour moi c'est la base. C'est-à-dire que quand on veut vraiment atteindre un objectif, on se donne les moyens, on fait les choses bien, on établit un plan. Et d'ailleurs, c'est un des aspects abordés dans la préparation mentale, c'est une bonne fixation d'objectifs. C'est-à-dire définir un objectif qui soit le plus concret possible, marqué d'une deadline, qui soit mesurable, chiffré. Et voilà, il suffit de définir un plan et de s'y tenir. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai compris beaucoup de choses en street, parce que quand j'ai commencé le street, je m'entraînais un petit peu au feeling. Mais après, quand j'ai découvert un petit peu l'univers de la préparation mentale, j'ai expérimenté sur moi. J'ai décidé d'atteindre un premier objectif en dips. Je crois que c'était de faire 80 dips au poids de corps. Donc c'était en endurance à l'époque. Et quand j'ai quand j'ai vu les résultats et que c'était au-delà de mes espérances, c'est là que j'ai compris que, en fait, dans la vie même en général, il faut juste vraiment avoir un objectif, un plan précis. Et après, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux du coup nous donner un exemple concret justement d'un plan que vous avez défini pour une de tes dernières compétitions, Noémie? Comment vous avez fait déjà dans un premier temps pour mettre en place les objectifs et après établir un plan? Alors en fait c'est vrai que pour l'instant on a déjà fait donc 2 préparations ensemble. Là actuellement on est en train de faire la 3e. C'est vrai que moi mon ressenti en tant qu'athlète c'est que pour la première préparation on a vraiment plus travaillé sur mon approche du sport qui n'était pas forcément efficace, qui n'était pas forcément optimale pour performer, puisque c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé le sport pour la compétition parce que vraiment je suis une grande compétitrice, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé le street en fait j'avais trop cette envie de performance, ce qui fait qu'en fait j'allais avec mes entraînements avec une pression pas possible, c'est-à-dire que parfois j'avais une grosse séance une semaine à l'avance, j'étais stressée, je me sentais mal et forcément trop de stress etc. ça faisait que je rate. Donc c'est vrai que dans un premier temps, donc c'était la prépa pour Only Dips, donc organisée par Olympian Bar, où là on a vraiment travaillé sur une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus fun du sport. Et pour moi, donc c'est vrai que le premier acte c'est basé vraiment sur ça. Et ensuite donc pour Olympia Noir 2, on a vraiment travaillé sur plus de concret, donc c'est-à-dire sur des méthodes beaucoup plus spécifiques pour gérer le stress, pour gérer une compétition. Et donc c'est vrai qu'il existe plusieurs méthodes. Nous pour cette préparation on s'est axé sur le discours interne et comme on a vu que sur moi ça a fonctionné, pour l'instant on est resté sur ça. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple de qu'est-ce que c'est le discours interne justement? Tu veux que je définis et je vais la laisser donner un exemple concret. Donc en fait le discours interne c'est une stratégie mentale comme pourrait l'être la visualisation. D'ailleurs on parle plutôt d'imagerie mentale. Donc pour revenir sur le discours interne, c'est l'action de se parler à soi-même. Non, on n'est pas fou, on se parle à soi-même, soit sous forme d'une voix intérieure, soit de manière ouverte, comme je parle actuellement avec toi. Et le but, c'est de se donner des mots-clés ou des phrases clés pour se motiver, pour gagner en confiance, pour se concentrer. Donc, en fait, il y a plusieurs fonctions, plusieurs finalités pour le discours interne. Là, avec Noémie, on a travaillé sur un discours interne, il me semble, motivationnel. C'est ça, motivationnel. Donc là, l'idée, c'est de trouver un mot-clé qui soit suffisamment impactant pour elle. Donc au fur et à mesure qu'elle s'entraîne, on arrive à identifier quel mot impacte vraiment sa performance. Et à ce moment-là, on met en place une stratégie qu'elle va se répéter ce mot-clé-là avant de performer. Du coup, tu parles de motivationnel, il y a différentes fonctions. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de... Alors oui, donc tu as le discours interne, en fait il y a 2 fonctions principales pour le discours interne. Tu as la fonction cognitive et la fonction motivationnelle.
La fonction cognitive, l'idée c'est d'orienter le discours vers un aspect technique de ton mouvement afin de permettre d'orienter ton attention. Par exemple, je dis je vais faire des dips, pense à serrer le poids, juste serre le poids. Serre le poids, c'est par exemple une phrase clé que tu peux te répéter. Active ton gainage, pousse fort quand tu es en bas. Ça c'est plutôt orienté technique. Et si c'était motivationnel, c'est let's go mon gars, c'est facile, tu vas le faire, tu vas réussir, voilà. Machine, Davaï, ce que tu veux. Et toi, du coup, Noémie, si tu peux nous donner un petit peu des exemples, je sais pas si Alors, tu veux... si. Alors, c'est vrai que comme on dit, en fait, moi, le discours interne, donc c'est-à-dire qu'avant chaque série, souvent, après, je le mets pas en place pour toutes les séries. Je le mets vraiment en place quand je sais que là, j'aurai besoin de mon mental. Donc là, en ce moment, pour la préparation pour la compétition de mars, c'est Only Squat. Donc là, pour mes squats, par exemple, je me répète souvent avant ma série, si je décide que ça monte, alors ça monte. Aucun doute, so guide. Et en fait, tout ça, je vais répéter en boucle à voix haute. Et ça va vraiment me permettre de me mettre dans ma bulle. Donc c'est vrai que je pense que les gens à la salle doivent me trouver un peu bizarre parce que je me parle vraiment toute seule. C'est-à-dire que même moi, je me filme et je parle vraiment toute seule. Mais en fait, ça permet vraiment de se mettre dans sa bulle et inconsciemment, en fait, ça permet de se convaincre. Vraiment de se dire que si je décide que ça monte, ça va monter. Et vraiment, moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup, les discours internes. Et je pense qu'après, ce qui est différent, faire attention parce qu'il ne faut pas non plus se contenter de se dire ça va monter parce que ça, tout le monde peut le faire. Il faut que derrière, il y ait une vraie conviction, une réelle croyance que ça va monter. Et après, voilà, en fonction des mouvements, j'ai plus ou moins, ça dépend des mouvements, de ce que je recherche sur chaque mouvement, puisque c'est vrai que j'aborde pas forcément chaque mouvement de la même façon. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec Corentin, on a pris le temps justement d'élaborer une méthode pour chaque mouvement, histoire d'adapter vraiment chaque discours à chaque situation. C'est ça. Et si je peux revenir sur le discours interne, en fait, il y a la notion de signification qui est prépondérante parce qu'en fait, un mot-clé va savoir avoir un impact sur soi, mais peut-être pas sur quelqu'un d'autre, tu vas peut-être pas réagir de la même manière, sachant que les deux fonctions peuvent se croiser, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un mot comme c'est facile, alors que quand on va se dire c'est facile, ça va activer tout un comportement chez nous. Par exemple, quand je vais me dire c'est facile sur les dips, je vais automatiquement penser à pousser fort. Donc, ça va aussi déclencher ce processus attentionnel vers la technique. Donc c'est pour ça que vraiment, j'aime pas catégoriser en mode là on va faire du discours interne motivationnel ou là plus du discours interne cognitif, parce que chaque mot qu'on va choisir peut, on va dire, faire le pont entre les deux. Très bien, oui, je vois, c'est plus une définition. C'est ça. Ça s'applique en fonction des cas. Très bien. Vous avez d'autres méthodes du coup de motivation, de préparation mentale, autre que le discours interne que vous appliquez? Alors, en tant que méthode même, pas forcément. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé l'approche. C'est-à-dire qu'avant, moi, par exemple, quand j'avais des gros top sets en séance, je le voyais vraiment plus comme une contrainte, comme vraiment quelque chose de désagréable. Et c'est vrai que maintenant, on l'a vu, je l'aborde beaucoup plus comme un challenge, comme un défi. Vraiment, en fait, comme je l'ai dit au début, comme quelque chose de beaucoup plus fun. Voilà, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que notre approche du sport, déjà, elle va énormément jouer sur notre mental, tout simplement. Donc au-delà de toutes les méthodes, vraiment comment on va envisager le sport, comment on va appréhender nos séances, c'est beaucoup plus, c'est vraiment important en fait. Je pense que c'est un point que beaucoup d'athlètes ignorent, mais pour moi c'est un point justement avec la prépa mentale que j'ai compris qu'il n'est pas à négliger. D'avoir une approche, si je comprends bien, au-delà de l'entraînement, voire autre chose que juste la seule performance. On pense à un athlète, c'est un humain avant tout, donc il y a aussi cette notion de santé mentale et de bien-être, donc ça fait le lien aussi avec la formation dans laquelle je suis. Et pour revenir sur une autre stratégie mentale, on a l'imagerie mentale. Donc beaucoup comprennent ça comme la visualisation. Donc on parle plus d'imagerie mentale, c'est le fait de se représenter mentalement une situation sportive, un geste sportif. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une des techniques les plus utilisées et beaucoup en fait utilisent sans en prendre conscience, parce que automatiquement, par exemple, je sais pas, quand on est étudiant, on va préparer des examens, ou on va peut-être se visualiser inconsciemment en train de faire ces examens, de penser à quelle question on va tomber. Donc là, on est déjà sur une forme d'imagerie mentale. Et c'est un outil qui est assez puissant, qui, comme le discours interne, a plusieurs fonctions. Et surtout, ça peut aider pour les sportifs qui connaissent une blessure, parce que on va dire qu'il y a une théorie qui a montré que l'imagerie mentale
permettait d'activer les mêmes aires cérébrales, les mêmes zones cérébrales que lorsque tu faisais le mouvement. Et c'est ça qui fait que par exemple, quand on est blessé, on arrive plus facilement à retrouver, on va dire, son niveau initial. En tout cas, on peut utiliser l'imagerie pour faciliter le retour vers son prime, parce qu'on arrive à se représenter le geste mentalement, donc on garde cette connexion là. Le cerveau fait pas la différence en fait entre l'imaginaire et le fait de vraiment faire le mouvement. C'est ça. D'accord, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Noémie. Est-ce que tu peux définir c'est quoi un top 7, parce que je pense pas que tout le monde sache ce que c'est justement. Alors, un top 7, ça va être la série la plus importante, la plus haute, la plus séparante, la charge la plus élevée qu'on va soulever pendant notre séance. C'est-à-dire, c'est vraiment la série, enfin ça peut être une ou plusieurs séries, c'est vraiment l'objectif de la séance, on va dire. D'accord, très bien, merci. J'ai un petit moment de blanc, désolé, ça T'inquiète. que je pense. T'inquiète, c'est pas noté. C'est chaud, oui, on était, oui. Je voulais continuer du coup sur la partie, cette prépa spécifique là pour la prochaine compétition. Vous l'avez déjà démarré du coup, et si oui, comment ça se passe? Alors, honnêtement, cette préparation, parce que j'ai déjà fait 3 compétitions l'année dernière. Et cette préparation, je pense, c'est la plus difficile que je suis en train de faire parce que physiquement, j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'en fait, la préparation mentale, elle arrive vraiment, heureusement qu'elle est là, parce que là, actuellement, mon physique est quasiment pas là. Et quand le physique n'est pas là, c'est le mental qui doit prendre le relais. Donc là, actuellement, on est en train de baser sur cette préparation, sur la récupération, justement, parce qu'en fait, physiquement, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à récupérer, ce qui fait que forcément, je récupère pas, j'encaisse beaucoup de fatigue, et forcément, ça se ressent. Ce qui fait que je réussis pas forcément comme je devrais réussir. Mais étant donné que le mental est quand même là, on arrive à quand même limiter les dégâts, ça va. Parce que c'est vrai que, voilà, je vais pas le cacher, la semaine dernière, j'ai raté ce que je devais faire. Et mentalement, je sais qu'avant la préparation mentale, ça m'aurait cassé dans ma prépa. Là, j'ai vraiment réussi à rebondir. Et au final, cet échec de la semaine dernière, il est juste derrière moi. Et voilà. Voilà, et en fait, cette prépa, c'est un nouveau challenge parce que là, on dépasse le cadre de la préparation mentale, on pense à l'humain, à ce qu'il puisse récupérer. Et donc, on est un petit peu plus sur la question de santé mentale, de bien-être de l'athlète. Et voilà, comme j'ai procédé auparavant, donc je discutais beaucoup avec Noémie, j'observais aussi ses séances. Et à partir de là, j'arrive à savoir quel questionnaire faire passer au début afin de vérifier si c'est bel et bien ça la cause, les hypothèses qui expliquent sa situation. Et en effet, on va orienter cette prépa mentale un peu plus sur la récupération, sur l'importance de récupérer, parce que forcément, quand on est sportif à ce niveau, on est face à des exigences qui augmentent de plus en plus, on a la pression de la compétition, mais c'est important de pouvoir récupérer des entraînements, des compétitions. Donc la récupération, c'est d'ailleurs l'enjeu le plus important en fait dans le sport de haut niveau. C'est souvent ça qui fait la différence, parce que quelqu'un peut finir une saison, quand il finit une saison blessé, c'est fini en fait, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Voilà. Et dans ce cadre-là, ça se traduit comment? Du coup, c'est au niveau du sommeil, de l'alimentation, ou vraiment du mental? Parce que j'ai du mal à voir comment ça se traduit justement du côté mental. Alors, le sommeil, c'est le facteur primaire. C'est vraiment la première chose qu'on va regarder quand on est confronté à un athlète qui manque de récupération. En l'occurrence, elle dort plutôt bien, donc c'est que la cause vient d'ailleurs. Et en fait, j'ai pu identifier un petit peu, sans entrer dans les détails, qu'elle doit davantage vivre des expériences de récupération au-delà de son sommeil. C'est de pouvoir, à un moment donné, se déconnecter et arrêter de toujours penser à son sport. Oui, parce que pardon. Vas-y. Oui, parce qu'en fait, ça aussi, c'est un point où j'avais vraiment beaucoup de mal, et où j'ai encore du mal d'ailleurs, c'est que
Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me détacher du sport. Ce qui fait qu'au final, j'ai jamais vraiment de récupération mentale du sport. C'est-à-dire que, par exemple, on peut demander à mon coach physique, c'est-à-dire que tout le temps, je suis en mode oui, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux vraiment. Je suis toujours à fond dedans et forcément, mentalement, en fait, j'ai pas cette coupure avec le sport. Donc, c'est vrai qu'on essaye de travailler sur ça, mais voilà, ça, c'est plus vraiment, on va dire, une partie de ma personnalité qui fait que quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Mais voilà, c'est vrai que comme on avait vu avec la prépa mentale que c'est important de déconnecter, j'essaye quand même d'essayer de lâcher prise, de voir autre chose, de faire autre chose. Donc oui, on voit alors, la prépa mentale occupe aujourd'hui du coup une place importante dans ton entraînement, ta prépa de compète. Tu dirais que ça représente à peu près quelle proportion par rapport à la partie physique? C'est du 50-50 ou est-ce que... En fait, j'aurais tendance à dire que c'est du 50-50 parce que pour moi, forcément, le sport qu'on fait, c'est très physique, donc on ne peut pas négliger le physique. Mais pour moi, c'est aussi très mental parce que si on n'y croit pas mentalement, si mentalement on n'est pas là, on n'arrive à rien. Et par ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps freiné dans ma progression puisque c'est vrai qu'avant de commencer la préparation mentale avec Corentin, j'ai connu une grande période de stagnation pour la simple et bonne raison que j'avais pas du tout le mental d'une athlète. Vraiment, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur quand je voyais mes programmations, c'est vraiment, je ressentais de la peur, j'étais pas confiante, du coup forcément j'échouais. Quand t'as pas confiance en toi, que t'enchaînes les échecs, forcément ça fait un coup au moral. Donc voilà, au final c'est un cercle vicieux, rapidement on peut perdre la passion, le plaisir de s'entraîner, et voilà. Donc c'est vrai que pour moi, je pense qu'en fait de nos jours le mental est très très négligé et je trouve que c'est dommage parce que dans mon entourage je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui auraient besoin de préparation mentale. Mais je pense que ce qui joue aujourd'hui c'est qu'on est dans une société, surtout dans une génération où les gens ont beaucoup d'ego, les gens parlent beaucoup et où je pense que les gens ont parfois du mal à admettre peut-être je dirais même pas que c'est une faiblesse, mais ce besoin d'avoir une préparation mentale qui peut être vue comme une faiblesse, puisque de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont là, moi je suis plus fort, moi je suis confiant, moi je suis invincible. Donc forcément, quand en parallèle, toi t'es là, que t'as pas confiance en toi, tu peux peut-être te dire que voilà, t'es peut-être un peu inférieur aux autres, alors que pas du tout. Oui, chacun au final a ses forces. Voilà. Après, c'est le monde des réseaux sociaux, Oui. c'est beaucoup de paraître aussi. Et ces blocs. Tu disais avant que tu avais connu une période de stagnation, un peu de blocage. Est-ce qu'en compétition, le jour J, ça t'est déjà arrivé aussi ou... Oui. Et comment tu as fait pour... Alors, en fait, c'est vrai que mon plus gros blocage, il s'est fait aux dips en fait, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un point fort push, donc c'est-à-dire que je suis beaucoup plus forte sur les dips que sur les tractions par exemple, ce qui fait que rapidement en fait, sur les dips, je suis arrivée avec des grosses charges. C'est-à-dire que rapidement, en à peine 3 mois quand j'ai commencé vraiment la force pure, je suis arrivée à 40 kg. Et 40 kg, c'était vraiment une charge qui m'a impressionnée. Ce qui fait qu'en fait, j'ai passé cette charge-là au mois de mai de l'année dernière. Et mentalement, j'ai bloqué. C'est-à-dire qu'un jour, je devais passer les 42,5. Et je les ai ratés, c'était vraiment mental parce que vu comment les 40 étaient montés, c'était sûr que je pouvais monter 42,5. Mais j'avais tellement stressé, j'avais tellement peur que c'est pas monté. Et à partir de là, en fait, j'ai eu un gros blocage. J'ai raté cette charge par exemple en juillet, donc pour ma première compétition en duo on avait mis 40 kg, j'avais raté. Donc voilà, c'était un ensemble de techniques, de stress, c'était un tout qui a fait que j'avais raté, mais mine de rien c'était quand même difficile. Et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé la préparation mentale avec Corentin. Donc depuis juillet On a commencé un peu après juillet, donc vers août, pour préparer justement les championnats de la Réunion de dips. Et donc c'est vrai que les championnats de la Réunion de dips, c'était pas forcément passé comme je voulais. Parce que c'est vrai que l'objectif c'était pour mes coachs, l'objectif c'était de valider 40 kg en compétition. Moi, je visais plus que 40 kg. Donc, ce qui s'est passé pour la compétition Only Dips en septembre, j'ai monté 40 kg, mais j'avais pas assez d'amplitude au niveau des épaules, donc ça n'a pas été validé par les jurys. Donc, forcément, j'ai été un peu déçue, mais mine de rien, je me suis dit par rapport à la dernière fois,
c'est quand même monté. Et après, pour Alpine Loire 2, j'ai réussi à valider 42,5. Donc les 40, je les ai montés bien comme il faut. Donc voilà, c'est vraiment, ça s'est fait au fur et à mesure. Et pour moi, j'appelle ça vraiment le processus. Et je trouve que c'est important justement de partager cette expérience parce que de nos jours, en fait, les gens, ils ont un peu, enfin, c'est pas qu'ils ont peur, mais comme on l'a dit, on vit dans une société de réseau où les gens montrent rarement leurs échecs. Et moi, je veux vraiment montrer à partir de cette expérience-là que avant d'être championne de la Réunion, avant de valider 42,5 qui est le record officiel de la Réunion, il y a eu vraiment tout un chemin, il y a eu plein d'échecs, mais voilà, moi je veux partager à travers mon expérience, à travers justement ce que je fais, mon contenu notamment sur les réseaux, la réalité de la vie d'athlète. Donc c'est pour ça, là par exemple, pour la compétition pour Only Squad, il y a pas mal de gens, voilà, je sais que ma catégorie moins de 57, il y aura du niveau, voilà, les gens le font savoir, et c'est vrai que ça pourrait me mettre un coup de pression, comme je dis, moi ma prépa ne se passe pas forcément comme je veux, et malgré tout, j'ai pas hésité quand j'ai échoué à montrer mon échec sur les réseaux, parce que je veux vraiment montrer la réalité. Et par exemple, c'est vrai que la préparation mentale, elle m'a aidée sur ce point, parce que je sais qu'avant, sur les réseaux, quand je voyais tel adversaire faire telle charge, ça me stressait, j'envoyais à mes coachs en mode oh mon dieu c'est horrible mais je vais mourir limite, et maintenant je vois ça me laisse totalement indifférente parce que je me dis vraiment que je sais ce que je vaux et que de toute façon voilà, ça me fait plus peur, je me laisse plus impressionner par ça. Et Corentin, du coup, quand elle t'a envoyé ce message, toi en tant que coach, quelle a été ta réaction? Quand tu parles du message, elle m'envoie une story de... C'est ça, elle t'a dit... Déjà, je prends du recul, je respire un bon coup, et après, voilà, étant donné qu'on avait déjà travaillé ça sur la première prépa mentale, je lui ai dit que de toute façon, concentre-toi sur toi avant tout. C'est vrai que tu auras des adversaires en compétition qui vont peut-être s'y provoquer un petit peu sur le réseau, mais l'idée c'est de jouer sa partition, elle sait ce qu'elle vaut, on se fixe des objectifs et voilà, le contrat est rempli si elle a atteint son objectif qu'on s'est fixé et qui a été déterminé avec son coach Quentin. Voilà, on se concentre sur elle avant tout. Ouais, c'est vrai que moi, de toute façon, on a déjà parlé avec mes coachs, peu importe les adversaires, les objectifs ils ne changent pas. Parce que voilà, par exemple, on a déjà travaillé sur la préparation mentale, justement sur le fait, en compétition, d'arriver face à quelqu'un qui est plus fort que soi. Puisque c'est vrai que parfois on peut se sentir dévalorisé puisqu'il y a une personne qui est plus forte que nous. Sauf qu'en fait, parce qu'en fait, on a vu qu'au cours de la préparation mentale, que les échecs, ils pouvaient avoir des facteurs internes et des facteurs externes. Et le fait d'être face à quelqu'un qui est plus fort que nous, c'est un facteur externe, on n'y peut rien. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive beaucoup mieux à composer avec ça et que justement, maintenant, le fait de voir un tel faire telle chose, ça m'impressionne plus forcément, puisque maintenant je sais que les compétitions j'y vais pour gagner, je n'y vais pas pour participer, voilà, comme je l'ai dit, j'ai un esprit de compétition assez important, donc voilà, peu importe les adversaires, ça me fait pas peur, moi j'y vais pour gagner, si je gagne tant mieux, si je gagne pas, de toute façon je sais que maintenant la réussite ne passe pas forcément que par la victoire, donc voilà. Je trouve que c'est intéressant tout ce que tu viens de dire et je voulais rebondir sur le fait que maintenant tu n'as plus peur. Quand tu vas en compétition, tu sais ce que tu vaux, tu ne vas pas te comparer à un tel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'essayer à la compétition et justement qui peut-être se trouve dans un moment de doute, d'hésitation et qui n'ose pas justement, qui a des blocages mentaux et peut-être plus à des filles justement, j'en profite oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qu'on reçoit sur le podcast, donc c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai, mais en fait il faut se dire que quand on va dans une compétition, c'est toi contre toi. Il faut vraiment à un moment donné, parce que moi c'est vrai que justement l'erreur que je faisais avant, c'est que je voulais trop faire une compétition contre les autres et pas forcément contre moi-même, alors qu'au final notre vraie progression, on ne peut pas la comparer aux autres, parce que comme je dis, une autre personne peut être plus forte que toi sans que tu ne puisses rien y faire, on ne va pas frapper cette personne, on ne va pas la blesser, on n'y peut rien, quand une personne est plus forte, elle est plus forte et c'est tout, il faut l'accepter. Et moi je pars du principe où de toute façon sur le long terme j'y crois, je sais que par exemple là je sais que Only Squad, si j'arrive pas première c'est pas grave parce que je sais que mon moment viendra. Moi voilà, donc je dirais à toutes les filles qui ont peur de faire de la compétition de ne pas avoir peur, d'y aller, parce que dans tous les cas la compétition, il faut partir du principe où c'est une expérience, qu'une compétition c'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'on rate telle compétition qu'on va rater notre vie. Il faut vraiment prendre du recul, se dire que qu'une compétition c'est qu'une compétition dans une vie. Je me dis que dans quelques années,
Par exemple, si je rate une squat, je me dis que dans quelques années, je vivrai bien, ça va pas. Sur le coup, on peut avoir l'impression que c'est dramatique. Et après aussi, quelque chose que je me dis, c'est que les gens, ils sont là, mais ils s'en fichent de moi. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais à une compétition, les gens, ils vont pas rentrer chez eux en se disant, oh, putain, Noémie, elle a fait ça. Parce qu'en fait, au final, les gens, ils s'en fichent. Et je pense que de nos jours, on a beaucoup peur du regard des gens, alors qu'au final, les gens, ils s'en fichent. Chacun fait sa vie. Voilà, chacun fait sa vie, c'est que. Voilà, c'est tout, c'est que chacun fait sa vie. Très bien. Vous parliez du coup tout à l'heure d'axer les prépas vraiment autour d'objectifs. Quels sont vos objectifs du coup pour 2025 ? Alors moi pour 2025, mon objectif déjà c'est de garder mon titre de championne de la Réunion. Déjà, et ensuite garder mes records de la Réunion aussi, puisque actuellement je détiens le record officiel de dips et j'aimerais vraiment détenir ce record. Et honnêtement, mon objectif 2025, je pense sportivement parlant, c'est vraiment de passer les 50 kg dips. C'est vraiment l'objectif là que j'ai en tête et que je vise plus que tout autre objectif. Et tu as déjà fixé, ou vous avez déjà fixé une deadline pour ce 50 kg ? Non, justement, ça c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire grâce à la préparation mentale, c'est de me fixer des deadlines par rapport à mes objectifs, parce qu'en fait, il faut partir du principe où l'atteinte d'un objectif, il y a beaucoup de facteurs externes à prendre en compte et c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément un contrôle. Et c'est pour ça qu'au final, je me fixe des objectifs, mais je ne me fixe pas de deadline parce que tout simplement, ça peut être une pression supplémentaire pour pas grand-chose. Par exemple, de base, les 50 kilos, j'aurais voulu les passer en 2024, sauf que comme je l'ai dit, j'ai eu mon blocage qui a fait que j'ai stagné pendant très longtemps à 40 kilos, c'est-à-dire que de mai à décembre, j'ai PR seulement plus 2,5 kilos et je sais que c'est quelque chose que j'aurais pu éviter, mais je me dis que de toute façon je suis passée par là, que mine de rien de passer par là ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, donc voilà, j'ai arrêté de me fixer des deadlines pour mes objectifs. Donc voilà, là pour Only Squat c'est pareil, je pars quand même avec une idée de charge en tête, mais j'ai déjà dit à Corentin que si je passe pas cette charge-là, c'est pas grave, parce qu'en fait, l'important pour moi, maintenant que ce soit dans le sport ou que ce soit en compétition ou en entraînement, mon objectif avant toute chose, c'est de composer avec la forme du jour. Puisque par exemple, pour Olympia Noire 2, c'est vrai que notre objectif au squat, c'était de passer les 120 kg, chose que j'ai pas pu faire, puisque physiquement, après la journée de compétition, c'est-à-dire que pour les filles, la compétition elle avait commencé depuis 7h30, les squats c'était à 15h, physiquement, j'étais morte, ce qui fait qu'au final au squat j'ai vraiment sous-performé, mais j'ai pas ressenti de plus grosse déception que ça parce que je sais que le jour J j'ai fait du mieux que je pouvais. Très bien. Et par rapport à 2026, est-ce que vous vous projetez déjà ou pas encore ? Alors moi c'est vrai que 2026 j'aimerais bien essayer de participer aux compétitions FNSL, après avoir d'ici là parce que financièrement c'est... Oui mes coachs sont pas... Ça va être un... La surprise de Corentin. Peut-être que moi-même j'aurai un préparateur mental, je sais pas. Tu l'as appris en même temps. Non mais c'est vrai, elle m'avait plusieurs fois parlé de cet objectif-là, mais je sais que ça va se faire, il faut juste donner du temps au temps et se concentrer sur les objectifs à court terme. Donc pour rebondir sur ce qu'elle avait dit, c'est bien d'avoir une idée de l'objectif à long terme, pas forcément marqué d'une deadline, mais l'idée c'est d'avoir quand même des objectifs à court terme qui sont sur le chemin de notre fameux objectif long terme. Donc comme ça, on a beaucoup plus de chances d'agir sur un futur proche que sur un futur lointain. Mais si on agit sur un futur proche, répéter, on va agir sur le futur lointain. Sur le long terme. Pour parler encore de futur lointain, niveau alimentation, c'est quelque chose que vous préparez aussi, que vous anticipez à l'avance ou c'est vraiment... Tu veux que je réponde ? Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, tu veux savoir si moi-même j'applique ça pour moi-même ou si on voit ça dans un premier temps, ouais. Oui, pour moi c'est... Pour moi, prépare des recettes, je sais pas. Bon, je fais pas tout non plus. Je me concentre sur l'aspect mental, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir quelques notions en nutrition, sans faire de formation réelle, c'est-à-dire sans faire de BTS ou de formation. J'ai eu une mini formation dans mon cursus et pour moi c'est important. L'alimentation c'est important, mais au-delà de raisonner simplement au niveau
niveau macronutriments, c'est-à-dire au niveau protéines, lipides, glucides, ça joue un rôle au niveau du cerveau aussi. Il y a un lien entre ce qu'on va manger et le cerveau, parce que dans le cerveau, on va produire ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ce sont des molécules qui participent au bon fonctionnement, qui vont gérer nos comportements, nos humeurs aussi. Et c'est pour ça que il faut voir plus loin que la nutrition version macronutriments. Il faut voir aussi la nutrition avec les micronutriments. Et en fait, prochainement, je lui avais dit qu'on va faire un petit test aussi sur les hormones en question, les hormones qui sont sécrétées par certains aliments, pour voir si ça peut aussi expliquer si ça peut avoir des conséquences sur ses comportements, sur l'humeur. On essaye. Après, comme j'ai dit, je peux donner des conseils en nutrition, mais j'ai pas été diplômé en nutrition. Voilà. Ouais. Donc ça restera des conseils. Plus des notions. Voilà. Donc, mais voilà, pour moi-même en tout cas, j'essaye d'avoir mon quota de protéines, de manger sainement, des aliments qualitatifs, le moins transformés possible, beaucoup de fibres aussi, parce que ça participe à la digestion, ça permet de ralentir aussi la charge glycémique d'un aliment quand on va absorber l'aliment. Et voilà, donc au-delà de l'énergie, je sens l'impact, que j'ai beaucoup plus d'énergie, que je dors mieux aussi. En tout cas, voilà, la nutrition, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, au-delà du mental et du physique. Alors moi, pour ma part, je vais être honnête, j'ai pas une alimentation exemplaire. Après voilà, c'est pas non plus la Java. J'essaye de faire attention à ça parce que je sais que c'est important, surtout à l'approche d'une compétition. Après, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être dans le poids de ma catégorie, c'est-à-dire que je suis à moins de 57 kg et que mon poids de forme c'est 55-56 kg, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de perdre du poids pour une compétition. Donc déjà, ça, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que je trouve que déjà une compétition c'est un poids mental énorme. Si en plus il faut rajouter une perte de poids là-dessus, c'est beaucoup, c'est dur. Donc franchement, tous les athlètes qui font ça, ils ont tout mon respect parce que moi, je sais que j'aurais du mal. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye Parce qu'en fait, c'est pas tant que je mange beaucoup ou pas, c'est surtout que je mange pas forcément des aliments de qualité. Donc là, c'est vrai qu'à la page d'une compétition, je sais que mon corps a besoin d'être bien nourri, donc je fais attention à ça. Mais voilà, par exemple, je compte pas mes calories, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a je sais plus combien de temps, mais voilà. Pendant un temps, j'ai compté mes calories. Moi, personnellement, c'est un mode de vie qui me correspond pas, donc j'ai arrêté. Mais voilà, sur l'alimentation, j'essaye de faire en sorte d'être un minimum bien, mais voilà, je suis pas exemplaire. Très bien. Et vous complémentez aussi ou... Oui. En complément alimentaire, moi je prends la créatine qui aide énormément, donc il me semble que c'est pour la production de force. Après moi quand je prends de la créatine, j'ai plus vu des effets sur ma récupération. Ensuite, je prends également de l'oméga 3 parce que je suis une personne à tendinite. J'ai des tendinites de partout. Et l'oméga 3, justement, c'est anti-inflammatoire, ça aide, donc je prends ça. Et ensuite, je prends également du magnésium parce que ça aide à la récupération nerveuse et musculaire. Très bien. Et toi, Corentin? Et moi, du coup, déjà, je pars du principe que si la base est respectée, donc l'entraînement, la récupération, donc avec un bon sommeil, et puis l'alimentation, si déjà là, ça a un effet positif, vraiment, moi, je vais aller me complémenter que s'il y a un réel besoin. En tout cas, en ce moment, je sais que je prends pas mal de collagène parce que je fais de l'endurance de force, du coup, donc ça tire un petit peu de temps en temps. Mais sinon, ça, comme j'arrive à comprendre, j'arrive à raisonner au niveau micronutrients. Donc je fais en sorte que ce que je vais consommer comme aliment, ça va, par exemple, il va y avoir des oméga 3, des bons lipides, voilà, des choses comme ça. Très bien. Ça a l'air d'être plutôt positif du coup pour toi, Noémie, d'avoir Corentin en coach. Je voulais rebondir du coup un peu plus sur toi, du coup, Corentin. Est-ce que tu avais un coach et est-ce que tu as un coach aujourd'hui pour la compétition où tu fais tout toi-même? Alors mon premier coach, c'est moi-même et je crois que ça va continuer comme ça. Après, j'estime que j'ai eu la chance de pouvoir avoir ces notions-là dans ma formation, donc c'est pour ça aussi peut-être que si j'avais pas suivi ce cursus-là, j'aurais peut-être fait appel à un coach. Mais voilà, de par mon expérience et de par ce qu'on m'a appris dans l'entraînement, parce qu'à la base, voilà, avant de m'orienter vers la préparation mentale, je suis avant tout préparateur physique. Et comme j'ai eu pas mal de notions autour de l'entraînement, des principes à respecter, des principes fondamentaux, j'ai réussi à les appliquer
spécialisé en street workout et comme ça a l'air de fonctionner, bah, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc, voilà. Tu as tout appris en autonomie. Ok, Oui. très bien. Il y a une question qu'on vous posait, je voulais revenir dessus. Ouais, c'était pourquoi la Team Ultra? C'est quoi la Team Ultra? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça s'est créé Alors, le groupe d'Ultra, en fait, c'est un groupe d'athlètes donc de La Réunion. Et l'objectif, en fait, c'est essayer de rassembler vraiment les meilleurs athlètes de la Réunion autour d'un groupe afin de vraiment partager notre savoir. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui manque encore de développement parce que c'est récent. Et puis même, au-delà, on a malheureusement tous les membres, on n'arrive pas à s'investir à 100%. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est vraiment un projet qu'on aimerait beaucoup développer. Donc, en résumé, c'est simplement un groupe donc sur Instagram, c'est un peu un groupe qui va réunir vraiment les meilleurs athlètes de La Réunion pour partager justement notre savoir. Non. Voilà, notre savoir, inspirer, donner nos expériences, nos conseils. Après, du coup, moi, comme j'avais des projets personnels à côté, j'ai quitté le groupe. Mais on est en bon terme. Et c'est l'essentiel parce que voilà, je veux me concentrer sur. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre dans le côté préparation mentale. J'ai des projets dans le futur, donc j'ai laissé la place pour quelqu'un d'autre. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est pour te concentrer sur la meute, c'est ça, si je me trompe pas? Ah, alors, la meute. Tu peux nous en dire un peu plus Là, elle me prend au dépourvu, là. Non, alors, je vais t'expliquer en toute franchise. La meute, ça a été une première expérience. On n'a pas su aller au bout parce que je pense qu'on manquait aussi un petit peu de maturité sur ce côté-là, sur ce côté projet, parce qu'à côté, on était athlète et tout, on voulait faire tout en même temps. Mais voilà, en tout cas, la meute, ça a été notre première expérience. Mais tout ce que je peux te dire là, c'est que c'est pas la dernière. Très bien. Bah, on a hâte de voir ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux si toi, Corentin, on veut être coaché par toi et Noémie, si on veut suivre ton profil d'athlète, tes compétitions? Alors moi c'est sur Insta coachco-974. Donc il n'y a pas encore en tout cas des notions de préparation mentale parce que là je suis encore un préparateur mental en devenir, j'apprends de manière continue, mais je sais qu'il va falloir à un moment donné commencer à mettre quelques tips pour partager au plus grand nombre. Donc là si vous allez faire un tour sur mon compte, il y a peut-être juste une perf comme ça, mais c'est tout. Mais voilà, en tout cas le travail de fond je le fais avec Noémie et déjà là c'est un tremplin pour nous ici de pouvoir venir parler de ça donc dans ton podcast, donc ça permet aussi aux gens de découvrir aussi cet univers-là et de voir l'impact que ça peut jouer aussi sur la performance et au-delà de la performance sur le bien-être aussi d'une manière générale, donc de l'athlète. Donc voilà. Et moi, donc, mon compte Instagram, c'est noé.lift, donc Noé-Lift. C'est vrai qu'en fait, j'ai créé ce compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment dans l'objectif de partager mon expérience, de motiver des filles. Puisqu'en fait, il faut savoir que au-delà du sport, le street lifting m'a vraiment permis de me développer en tant que personne, surtout en tant que fille. Puisque c'est vrai que voilà, dans le street lifting, on a beaucoup plus de garçons, c'est rare de voir des filles. Mais au fond, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui voudraient vraiment se lancer, des filles qui voudraient faire de la compétition, mais qui ont peur. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment créé ce compte pour que les filles puissent peut-être se reconnaître, puisque comme je dis sur les réseaux, on a tendance à voir beaucoup de gens on a l'impression qu'ils réussissent du premier coup, il y a peu de gens qui partagent vraiment l'entièreté de leur expérience, et donc moi j'ai vraiment créé mon compte dans l'objectif vraiment que les filles puissent se reconnaître en moi et se dire que si Noémie l'a fait, on peut le faire, parce que c'est vrai que moi j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un qui a des facilités, puisque c'est faux. Je suis partie de zéro, je suis partie vraiment de rien du tout, je me suis juste entraînée dur, j'ai eu des échecs, etc. Et je veux vraiment montrer que c'est possible. Et je veux que les filles elles prennent conscience qu'il y a un vrai potentiel en elles. Et je sais qu'à La Réunion, il y a beaucoup de filles qui sont un peu cachées encore, mais qui ont un réel potentiel. Donc c'est vrai que malheureusement, je manque de régularité sur ce compte, parce qu'avec mes études, j'ai pas le temps forcément de créer du vrai contenu, puisque c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais création de contenu, ça demande un temps et un investissement énorme. Donc c'est vrai que je m'investis pas autant que je voudrais, mais voilà. Sur le long terme, j'aimerais vraiment pleinement me consacrer à ça. Donc comme l'a dit Quentin, c'est vrai que ton podcast c'est une opportunité
justement de pouvoir venir parler, surtout comme tu l'as dit que je suis la première fille me semble. Oui. Voilà, et je trouve que voilà, pouvoir porter ma voix en tant que fille, si ça peut aider d'autres filles à se lancer, à se motiver, c'est vraiment mon objectif. C'est un des buts du podcast Voilà. en tout cas. Allez vous abonner au compte de Noémie et Corentin tout de suite et Ultra aussi. De toute façon tout sera en description. Très bien, mais écoutez, on a fait le tour de cette partie présentation, prépa mentale. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez éventuellement revenir avant qu'on passe aux questions rapides? Un point que vous auriez peut-être souhaité aborder, une technique de préparation mentale, je ne sais pas, qui vous revient en tête maintenant, dont on n'a pas parlé? On a parlé du discours Ouais, interne, on a on a dit- parlé de l'imagerie. J'ai pas non plus tout expérimenté encore, parce qu'on a commencé quand même, c'est quand même récent, hein, malgré on a- tout, hein, de l'année dernière. C'est ça. Donc j'ai encore beaucoup de choses à voir avec elle et justement je suis content de pouvoir l'accompagner sur l'aspect mental parce que en fait chaque prépa est différente, le besoin est différent et moi ça me permet aussi de balayer tout un panel en fait dans cette discipline-là. Donc ça me permet de grandir aussi dans le métier. Donc juste pour ça, merci de me donner du travail comme ça et beaucoup de réflexion. Bon, merci beaucoup, alors super. On va passer sur la seconde partie, ça va être les questions rapides. Je vous la pose à tous les deux, je vous laisse répondre en même temps, chacun votre tour, comme vous le sentez. Vous êtes prêts? C'est bon. Ouais. Quel est votre exercice préféré en street lifting? Les dips, je meurs pour les dips, je vis pour les dips, c'est mon mouvement. Je vraiment. En fait, par exemple, je me souviens une fois, je faisais une séance, je me sentais pas bien, j'ai fait des dips et mon mental, mais ça m'a libérée. Et tu t'es senti bien? Ouais, je me sentis bien. Pour moi, les dips, c'est une thérapie. Je sais qu'il y a énormément d'athlètes qui détestent ça. Je sais que là, il y a beaucoup d'athlètes qui vont se dire elle est complètement folle, mais les dips, c'est vraiment cœur sur les dips. C'est Les dips aussi. Sauf que paradoxalement, c'est aussi un mouvement où quand je fais beaucoup de volume lesté, je prends un peu de temps pour récupérer aussi. Donc, et c'est aussi, voilà, c'est un peu risqué aussi sur ce mouvement de par les petits gènes qu'on peut avoir de temps en temps au niveau du petit pec. Donc ça m'a déjà posé un petit problème sur une prépa pour Olympia Noire. C'était pour la compétition en force. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même une grande histoire d'amour entre moi et les dips. Très bien, team push les deux. Team push. Très bien. Et team street lifting ou endurance? street lifting. Endurance de force. Là, c'est Je reste fidèle. Très bien. Quelle est votre plus grande fierté dans cette discipline? Mon titre de championne de la Réunion. Ah ouais, d'accord. Je dirais... En fait, j'ai beaucoup de fierté, d'accomplissement, mais je dirais que quand même, le premier accomplissement, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est mon premier objectif que j'ai atteint en street parce que ça a été vraiment le moteur la cause de tout ce qui s'est passé par la suite. Le fait d'avoir compris qu'il fallait juste avoir un objectif précis, concret. Et voilà, j'ai répété en fait ce processus-là pour les autres mouvements, pour préparer les autres compétitions. Et je vois que ça fonctionne. Donc, j'oublierai jamais mon premier objectif que j'ai atteint en street. Très bien. On va parler de max là. Quels sont vos perfs max dans les différents mouvements? Alors, en squat, actuellement, c'est 110 kg. En dips, 42,5. Ensuite, il y a quoi d'autre? En traction, c'est 22 kg. Et en MU, je crois que c'est 1 kg. En fait, c'est que je passe des MU un peu. Mes MU, ils sont un peu bancals. Officiellement en compétition c'est 0,5 kg, mais en entraînement j'avais déjà passé 1 kg il y a longtemps. Team push. Voilà, team push. Mais paradoxalement j'aime beaucoup les muscle up, mais oui, même pas beaucoup pour le moment. C'est pas grave, ça viendra. Alors moi, vu que je suis quand même plus sur une préférence endurance de force, voire endurance, la force c'est vraiment que pour le kiff, mais les derniers, on va dire mes meilleurs perfs, si je devais faire une compilation, ça a été un 27 kg que j'ai passé à l'entraînement en muscle up, une 72 en chin-up, une 100 kg en dips en compétition à Olympia Noire 1, et en squat ça a été une 155, c'était pareil en 2023, mais voilà, maintenant comme je t'ai dit, je suis plus sur de l'endurance de force, donc je vais plus trop vers le format 1RM. Très bien. La prochaine question, quelle est la meilleure salle de Lille selon vous? Alors moi je dirais que c'est My Gym Savannah, parce que c'est là-bas que j'ai tout appris. Pour moi, je connais tout le monde là-bas, c'est un peu comme ma deuxième maison. Je suis tout le temps là-bas.
Voilà, pour moi, je dirais ma gym Savannah et surtout, je trouve que l'espace de streetlifting est vraiment pas mal. Après, il y a On Air qui est vraiment très bien aussi, qui est donc la nouvelle salle à Saint-Pierre que je trouve vraiment très bien. Après, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas les barres de 10 parallèles, mais c'est pas grave pour le reste. Le reste de la structure est vraiment très bien. Et après, pareil, il y a My Gym Convenance où je trouve que l'espace streetlifting, pour le street dehors, il est vraiment super. Moi, je ne veux pas faire de jaloux, mais je dirais que la meilleure salle, c'est celle où on se sent bien, on se sent le mieux pour progresser. Mais je vais quand même rester fidèle au parc, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, mon histoire a commencé au parc du Tampon. Je pense que tu dois connaître, c'est un petit parc sur la montée vers le lycée 3 Mars. Voilà, hein, ça. Donc voilà, c'est en fait voilà, moi j'aime m'entraîner en salle comme au parc. C'est vrai qu'au parc, quand je suis seul, j'aime bien aussi m'entraîner seul. Tu te retrouves face à toi-même, tu mets l'ambiance que tu veux mettre, parce que des fois en salle on retrouve pas trop cette ambiance, tu vois, cette émulation collective. Je sais qu'en France, il y a des salles qui le permettent, où vraiment il y a tout un collectif. Par exemple, l'USCOV, c'est une salle où on fait de la France athlétique. C'est sur Paris. Et en fait, quand quelqu'un va passer un PR, tout le monde est là, encouragé et tout. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu ça de nos jours, avec chacun dans sa bulle, chacun avec son casque, à faire son PR. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est bien des fois de revenir aux sources. Team plus Parc alors. Oui, Team plus Parc. Oui. Quel est votre athlète préféré, celui qui vous inspire, qui vous motive le plus? Il y en a beaucoup. Non, honnêtement, moi, il y a énormément de filles qui m'inspirent. Après, mon top 3, honnêtement, c'est Nadine Etinga, je crois que ça se dit comme ça, qui est donc actuellement championne d'Europe donc de streetlifting dans ma catégorie en moins de 57 kg. Elle nous sort des performances juste incroyable. Ensuite, il y a Lia Bavoil, donc elle c'est une athlète de powerlifting, mais j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, que ce soit mentalement ou en tant que personne. Et ensuite, il y a Camille, donc qui vient de La Réunion, et je trouve que ce qu'elle fait aussi, elle, c'est vraiment, elle nous sort des perfs, on ne sait pas d'où ça sort, et je trouve qu'elle est vraiment inspirante. Très bien. Alors, moi je vais en citer 4, mais il y en a plusieurs, hein, mais s'il fallait retenir 4 noms, je dirais Flo Marek, donc Florian Marek sur les réseaux, il est plus connu sous le nom de Flo Marek, parce que je vais dire que c'est grâce à lui que j'ai commencé le set and rep, le street workout, parce que je voyais ses vidéos, il faisait 50 tractions sur un arbre, je me suis dit comment c'était possible de faire ça, est-ce que c'était humain? Et c'est là que j'ai découvert un petit peu son contenu sur YouTube, ses entraînements, donc ça m'a inspiré, et c'est vrai que voilà, mes débuts, c'était vraiment quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Et après, il y a aussi Ludo Adamantium. En streetlifting, c'est vraiment quelqu'un à part. Parce que lui, voilà, pour lui, c'est comme si, quand on le voit faire ses perfs, notamment en traction, parce que c'est vraiment un boss des tractions, c'est comme s'il n'y a aucune limite pour lui, en fait. Il s'amuse à faire 20 reps à 50 kg. Tu vois, c'est des choses, on se dit, non, mais attends, il doit y avoir beaucoup de travail derrière, même si c'est un poids lourd, même s'il a du vécu et tout, mais quand même, et même pour son âge, je dirais, il a déjà la trentaine. Enfin, je ne veux pas le faire vieillir plus tôt, mais il tient encore plutôt bien la route. Je dirais aussi maintenant en endurance, Sergio Di Pasquale, c'est un Italien. Avec Christian Mariani aussi, donc un autre Italien. Les deux là sont des monstres en endurance aussi. Ils font des routines en God set, ils font plus de 70 tractions. En tout cas pour Sergio, je me rappelle, il avait fait une perf, je crois qu'il avait même visé 100 tractions sans lâcher la barre. Donc en fait, c'est des choses inhumaines et c'est vrai que quand on voit quelqu'un faire ça, eh bien on se dit, attends, si quelqu'un l'a fait, c'est possible de le faire. Il va falloir juste du temps, une bonne programmation et voilà, de la patience et de la passion. De la patience et de la passion. Voilà. Très bien. Quelle musique ou quel style de musique que vous écoutez le plus en ce moment pour vous motiver à l'entraînement? J'ai deux styles de musique que j'écoute quand j'ai vraiment besoin de me motiver, c'est-à-dire que là, il faut préparer le mental. J'écoute beaucoup de musique d'animé et ensuite, je sais pas quel style de musique, comment décrire ça, mais un peu des musiques épiques. Style royalty, je pense que ça c'est la musique que tout le monde connaît, donc beaucoup de musique dans ce style pour me motiver. Moi, en ce moment j'expérimente aussi les entraînements sans musique.
Juste parce que j'ai perdu mes écouteurs aussi. Il n'y a pas le choix. Mais voilà, j'ai acheté des nouveaux écouteurs. Et voilà, en fait, j'aime pas avoir trop de dépendance à la musique. J'aime faire aussi des grosses perfs sans musique. Des fois, ça m'est arrivé aussi de le faire sans musique et de m'écouter parler. Enfin, faire du discours interne sur, par exemple, des sets sur bar. Quand j'arrive en haut, je temporise. Je vais crier, je vais dire allez mon gars, on y va, et ça me transcende et ça me pousse à aller encore plus loin. Mais en termes de musique, j'aime beaucoup les musiques de films. Ça m'inspire beaucoup, comme les musiques du film Gladiator. Et il y a aussi plus récemment musique de Transformers, Tessa, ça s'appelle comme ça. Voilà. Très bien. Je vais rebondir maintenant qu'on est là-dessus sur la musique. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir de la musique ou non en compétition? Est-ce que ça devrait être autorisé ou non? Parce que je sais qu'en course à pied, beaucoup de compétitions, justement, c'est considéré comme dopant et c'est interdit. Qu'est-ce que vous en pensez sur la scène street lifting, vous qui êtes dedans? Moi, je trouve que ça me permet vraiment de me concentrer, de me mettre dans ma bulle. En fait, c'est vrai, c'est-à-dire que par exemple, ça me rappelle que avec Corentin, au-delà du discours interne, on avait mis en place une routine de pré-performance où c'est-à-dire que j'écoutais tout le temps la même musique, le même moment, et ça me permettait vraiment de me visualiser, de savoir, ok, quand j'arrive à ce moment-là, c'est que je vais faire ce que je dois faire. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas développer une dépendance parce que ça m'est déjà arrivé où j'ai des PR à faire et que mon casque n'a plus de batterie. Dans ces moments-là, on doit se concentrer, on écoute. Ou qu'il faut filmer et que Voilà. tu te dis, attends, l'athlète part pas tout de suite là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il attend juste le drop. Tu vois, il faut penser aussi à celui qui filme. Mais aussi, pour revenir là-dessus, il y a aussi la hype en compétition. Il faut pas négliger ça parce que voilà, des fois, on peut arriver, il n'y a pas de musique, mais quand il y a les supporters qui sont là, les amis, les proches qui ont fait le déplacement, quand on entend qu'ils nous encouragent, ça aussi, on arrive à prendre l'énergie en fait du public et pour la réinvestir en fait sur le mouvement et sur la perf. Donc voilà, et ça dépend aussi, je dirais, du format de compétition. Si c'est une perf, un RM, ça va assez vite, donc peut-être juste avec la hype, ça va être suffisant. Si c'est une perf où on doit un petit peu dormir sur la barre, aller à plus d'une minute à faire des dips, peut-être que là, une petite musique, ça ferait pas de mal, tu vois. Très bien, merci pour vos réponses. La prochaine question, vous êtes plutôt entraînement solo ou en groupe? Ça dépend de mon humeur. Non, après, je dirais quand même plus en groupe parce que c'est vrai que comme j'ai dit à Savannah, on a quand même un bon groupe où voilà, on fait tous du street lifting, donc mine de rien il y a une certaine énergie, une certaine cohésion entre nous qui fait que par exemple quand tu vas à la salle, que t'as pas trop envie, le fait de pas être tout seul forcément c'est un peu boostant. Après c'est sûr que moi les entraînements solo avec ma musique ça me dérange pas plus non plus. Comme je dis, ça dépend de mes humeurs. Et moi, je dirais que les deux sont intéressants parce que de toute façon, quand on est sur un processus long comme ça fait des années qu'on s'entraîne, il y a forcément des moments où on s'entraîne seul. Donc, il faut aussi pouvoir apprécier sa seule présence, en fait, être là pour soi-même et se dire que voilà, quand on trouve un ami, quand on voit qu'il y a qu'on s'entraîne et qu'il y a tout un collectif, c'est encore mieux. C'est vrai, c'est encore mieux. Il y a l'encouragement, la motivation, etc. Mais voilà, je dirais qu'il faut déjà apprendre à s'entraîner, à aimer s'entraîner seul aussi, car après quand on retrouve ses amis, c'est encore mieux. Et après ça justement, ça me fait rebondir sur un point que j'ai pu corriger grâce à la préparation mentale, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand j'avais des PR à faire, j'avais besoin que mon coach soit là. Pourtant, il ne va pas pousser la charge avec moi, il va pas, mais mentalement, s'il n'était pas là, pour moi, ça me semblait infaisable. Donc, et maintenant, ton coach physique? Oui, mon coach physique. Et maintenant, c'est quelque chose que j'arrive à faire toute seule. Donc on va dire grâce à la préparation mentale, j'ai pu me détacher de cette dépendance pour performer. Puisque comme Corentin dit, des fois, ça peut arriver de simplement qu'ils puissent pas être là. Donc c'est vrai que mine de rien, il ne faut pas non plus être trop dépendant à s'entraîner en groupe. Très bien. Et entraînement plutôt le matin ou le soir? Fin de journée. Fin de journée? Fin de journée. Début de journée. Début de journée. On va se contredire. Moi, parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante en fait de ma journée. Et j'aime commencer par ça parce qu'après, ça me met dans de bonnes dispositions. Je vis des émotions positives, notamment quand je réussis mes entraînements. Quand je suis satisfait, je suis fier et ça me met dans une bonne ambiance après pour me plonger sur d'autres projets. Et j'aime bien le matin parce que
mon ventre n'est pas trop lourd non plus, je mange pas vraiment le matin, j'aime m'entraîner à jeun et surtout sur le tirage, surtout sur les tirages. Donc voilà, ça m'arrive de m'entraîner l'après-midi, mais je suis plutôt team matin, entraînement matinal. Et moi, en fait, c'est un peu les mêmes raisons que Corentin, mais je préfère à la fin de journée parce qu'en fait, mon entraînement, c'est vraiment mon moment plaisant de la journée. Et le fait de finir ma journée sur ça, pour moi, c'est vraiment finir ma journée sur une note positive, comme a dit Corentin, à condition de réussir ma séance. Et après, le problème, c'est que moi, j'ai déjà essayé de m'entraîner le matin, mais comme vous l'avez peut-être compris, moi, je suis quelqu'un, je dors beaucoup. Donc, si je m'entraîne le matin, je fais plus rien de ma journée à part dormir. Donc, forcément, c'est pas forcément efficace. Le questionnaire, il a vérifié qu'elle dormait beaucoup. En effet. Donc, c'est pour ça que fin de journée, au moins, je sais que j'ai le temps de faire autre chose de ma journée que de simplement m'entraîner et dormir. On peut avoir un chiffre de nombre d'heures de sommeil? Je peux dormir à 21h et me réveiller à 7h. Ou je peux faire des fois des siestes, mais colossales. C'est vraiment... Après, moi, dormir, c'est vraiment... Je sais pas si je suis la seule ou pas, dormir, c'est un plaisir. Pas forcément pour me reposer, vraiment, j'aime énormément dormir. Donc voilà, c'est sûr que le fait de... Quand j'ai fini de m'entraîner, si par exemple je m'entraîne le matin, pour moi, j'ai envie de dormir tout de suite. Du coup, ça me bouffe ma journée. C'est pour ça que... Voilà, on sait qu'en tout cas, comme je l'ai dit, le manque de récupération ne vient pas d'un manque de sommeil, parce que je ne peux pas dormir plus que je dors déjà. Très bien. Tu parlais de t'entraîner à jeun tout à l'heure. C'est quoi votre repas favori? Votre plat préféré? J'aime manger, pour moi, tous les plats sont... Tous les repas sont importants. Tous les plats? Ouais, après, peut-être un peu moins le petit déjeuner, parce que des fois, je me lève le matin, j'ai pas forcément envie de manger. Mais voilà, sinon, pour moi, c'est important de manger. Dans la vie, c'est... C'est vaste, enfin, c'est comme question. J'aime bien me préparer des smoothies, tu vois, post-entraînement, parce que des fois, quand il m'arrive de m'entraîner l'après-midi, quand je rentre, je me fais des petits smoothies, myrtilles, pommes, bananes, tout ça là, et je rajoute mon petit collagène dedans, hop, ça c'est fait. Et sinon, en plat. Je vais pas être original, mais je vais dire des pâtes. J'aime bien les pâtes. Team glucides. Team glucides, enfin les pâtes à condition d'avoir une source de protéines avec. Et sinon, le week-end, c'est repas de famille, ça aussi, c'est. Carivola. Écoute. Ouais, non, moi, il y a trop de choses, je ne peux pas choisir. Il y a trop de trucs que j'aime manger, c'est. Il faut bien manger dans la vie. Il faut bien manger. Très bien. Est-ce que vous avez un film ou une série préférée? Moi, mon film préféré, c'est La haine qu'on donne. La haine qu'on donne. La haine qu'on donne. Voilà. Moi, c'est Gladiator. D'ailleurs, même si j'ai vu le 2, le 1, il est quand même à une place. Pour moi, c'est vrai que en fait, qu'on comprend l'histoire derrière et voilà, qu'il se bat pour sa liberté, pour aller rejoindre ses enfants et sa femme qui ont été tués. Ça provoque des choses. Et je me reconnais pas là-dedans parce que voilà, on n'est pas là-dedans. Mais j'arrive à m'en inspirer. En tout cas, tu vois, c'est juste des fois, c'est des questions aussi d'harmonie en fait dans la musique, ce qui fait que ça t'active des choses chez toi et tu arrives à ressentir et à te transcender en fait pour faire une performance. Donc ça, et il y a Le Territoire des loups avec Liam Neeson. Donc là, j'aime la citation à la fin qui disait comme ça. Bon, j'essaie que je vais faire en sorte que ma traduction soit pas trop approximative, mais à la fin du film, il dit comme ça, c'est peut-être l'un des derniers combats que je vais mener et qu'il va accepter de mourir en fait dans ce dernier combat-là. C'est vraiment, il va tout donner et voilà en fait. Et après un peu plus en lien avec le sport aussi, moi il y a Creed que je trouve Creed. Très bien. Vous êtes plus team café, thé ou autre? Café. Café? Café glacé avec sirop de vanille et glaçons glacés. C'est très précis. Fait maison? Fait maison. Fait maison. Moi, pour un plaisir, je dirais cappuccino. Voilà. Cappuccino, café au lait. Ouais. Très bien. Si vous pouviez vous entraîner avec un athlète, ce serait qui? En fait, ça peut paraître paradoxal, mais je dirais par exemple le groupe de Silent Worker, donc de Power, donc tout ce qui est Pana, Lia, tout ça, je trouve qu'il y a une énergie de s'entraîner avec eux, c'est vraiment quelque chose qui, je pense que si j'ai l'occasion un jour, j'aimerais bien le faire. Et moi, s'il y a Christian Mariani, Flo Marek, Sergio et Ludo en même temps, je prends direct mon billet, j'y vais. S'il y a les quatre là.
tous des Au moins un des quatre, juste pour partager des grosses routines en endurance et voilà, à n'en plus finir en fait, des entraînements qui commencent tôt et qui se finissent tard le soir et après on va, je sais pas, peut-être si on est en Italie, on va manger des pizzas. Très bien, ce serait sympa. Très sympa. Très bien. Est-ce qu'il y a une destination où vous aimeriez aller le plus au monde? L'Italie pour voir le Colisée à Rome, ça. Après, je sais pas pourquoi, mais l'Australie, ça me tente aussi. Voilà. Mais en vrai, l'Italie, s'il y a moyen de pouvoir rencontrer ne serait-ce qu'un des deux, Cristiano Ronaldo, je dis pas non. Ou sinon à la Bali Time Chamber. Donc c'est la salle qui a été créée par Nicolas Paoli ou Nicolas De Paoli, donc The Motion Guy sur les réseaux. Et quand on voit que tout le monde se retrouve là-bas, pour revenir, c'est sur cette histoire de tout le monde progresse ensemble, on arrive à profiter de l'énergie des autres, en fait, de s'en imprégner afin d'avancer vers la meilleure version de soi. Et je pense que c'est une expérience à vivre et on peut apprendre beaucoup de choses auprès des autres en fait. Donc ça, la Bali Time Chamber aussi, c'est... Moi, je dirais la Californie, tout ce qui est Santa Monica, Los Angeles, tout ça. Parce que c'est vrai que je suis une personne qui lit beaucoup et la plupart des livres que je lis, en fait, ça se passe dans ces lieux. Donc c'est vraiment des endroits que je rêve de visiter. Très bien, 2 endroits éloignés sur la planète. T'inquiète, on fonctionnera à distance. Coaching à distance. Coaching à distance. Très bien. Vous êtes plutôt team hiver ou team été? Actuellement, je vais te dire l'hiver. L'été, j'en peux plus. J'en peux plus de l'été. Non, c'est vrai qu'en ce moment, il fait trop chaud. C'est juste insupportable. On transpire tout le temps. J'ai l'impression d'être tout le temps sale. J'en ai marre. Donc, hiver. Hiver. C'est vrai que quand on a la clim en été, quand on a un ventilateur, ça fait du bien, hein. On se sent reposé, on arrive à avancer parce que la chaleur, ça impacte aussi, ça fatigue. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien m'entraîner dans la chaleur. Enfin, en fait, je ne dirais pas dans les pires conditions, mais j'aime essayer de m'adapter au climat actuel en fait, parce que si j'arrive à performer dans des conditions comme ça, je me dis que quand je suis dans de meilleures conditions, ça peut que être mieux en fait. Parce que je suis habitué déjà au pire. Moi, en ce moment, je subis juste mes entraînements. Il fait trop chaud. J'en peux plus. Donc t'es en mode David Goggins. En mode David Goggins, mais vraiment une échelle réduite. Faudrait que tu t'entraînes avec un bras cassé. Faudrait. Très bien. Vous êtes plutôt plage ou montagne? Je dirais quand même montagne. Montagne. C'est vrai. Pour le frais, puis même le côté un peu où il n'y a pas forcément du monde. Et je trouve que ça fait plus dépaysé que la plage. Très bien. C'est vrai que j'aime beaucoup la montagne aussi, parce que c'est en fait, quand on va en montagne, déjà on va croiser un peu moins de monde que quand on va aller à la plage aussi. On va entendre le chant des oiseaux, etc. On va être plus proche de la nature, on va dire intérieure de l'île, les cirques et tout. Et c'est vrai que c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est dans les villes et tout. Quand on va à Mafat, c'est vraiment des paysans. Quand on va au volcan, c'est des paysans. Quand on va au sommet du Piton des Neiges, c'est des paysans aussi. Et surtout quand on va admirer, si on va faire une marche, une randonnée au Piton des Neiges, aller regarder le lever du soleil, ça c'est un spectacle que je ne m'en lasserai jamais. Mais par contre, c'est vrai qu'en ce moment, comme je cours l'après-midi, je fais des footings dans l'Ouest, et bien j'aime aussi avoir mon petit moment de pleine conscience en juste contemplant un sunset. C'est bien aussi quoi. Très bien. Vous êtes raccord du coup sur cette question. Est-ce que vous avez une citation, une phrase ou un mantra qui vous inspire au quotidien ou régulièrement? Peut-être dans les moments de doute, vous repensez à ça. J'en ai une, mais elle est longue. Elle est longue, du coup, il faut que je regarde sur mon téléphone. Si je la retrouve. Oui, j'en ai un. C'est d'ailleurs la devise de la meute, donc ce qu'on avait créé avec mon associé Jonathan. C'était pas de risque, pas d'histoire. Donc ça va continuer à me suivre pendant longtemps parce que je me dis en fait, c'est vrai, la victoire est encore plus belle quand tu vas vraiment risquer quelque chose, quand tu prends le risque d'aller plus loin que ce que tu penses pouvoir. Ouais, j'ai mal tourné la phrase là. Mais en gros, c'est l'idée de se dire que en fait, tu ne veux connaître aucune limite. C'est-à-dire, tu n'as pas peur de faire des choses que tu n'as jamais expérimentées pour aller là où tu n'as jamais été.
Pour moi, c'est ça l'idée. Si tu prends pas de risque, ben, tu sais pas jusqu'où tu peux aller. Et donc, ça me suit tout le temps en fait. J'ai envie de ne pas me donner de limites dans ce sport. Et c'est pour ça que je fais de l'endurance de force. J'ai envie d'aller m'amuser en fait avec des charges à faire de l'endurance. Voilà. Très bien. Bah, pendant que Noémie continue à chercher, tu parles de ne pas se donner de limites. Est-ce que tu te vois éventuellement essayer d'autres sports que le lifting ou faire même de la compétition dans d'autres sports? En fait, c'est vrai que quand je suis rentré en STAPS, là, il fallait choisir une discipline, en fait, une spécialité. Il n'y avait pas de spécialité street workout. Malheureusement pour moi, je n'ai pas été accepté en spé muscu, il n'y avait plus de place. Donc, je me suis retrouvé en spé trail. Donc, j'ai apprécié aussi cette spécialité-là. Et c'est vrai qu'en faisant des sentiers, je me suis dit, attends, mais les gens c'est quand même quelque chose de vivre un grand raid en fait, au moins une fois dans sa vie. Donc, qui sait, peut-être que quand j'aurai fait le tour de ce sport, je me lancerai vers de nouveaux objectifs et peut-être d'abord courir sur la route aussi, faire des semi-marathons, des marathons, parce que actuellement je cours sur la route. Donc peut-être commencer par ça, c'est une première étape. Donc sur le plat, avant de m'aventurer dans les sentiers avec du dénivelé comme pas possible. Avant d'apprendre à progresser dans les sentiers, il faut peut-être déjà apprendre à courir sur le plat. Ça peut aider. Ça peut aider, même si c'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Ouais, Et du coup, tu cours régulièrement? Je cours régulièrement et c'est en lien aussi avec mon sport parce que je sais qu'il y a des bénéfices derrière la course à pied. Par exemple, le fait de courir en zone 2, donc c'est une zone d'intensité où on est vraiment à basse intensité, où on peut respirer, parler sans problème. Donc c'est vraiment un effort qui est quasi gratuit parce qu'on ne se fatigue pas. Et bien ça a un impact en fait sur notre récupération. Ça aide à mieux dormir, ça aide à mieux récupérer entre ces séances et même entre ces séries. Et en fait, c'est vrai qu'au début, il faut le vivre pendant un moment avant de pouvoir voir des effets positifs. Donc c'est quelque part au début il faut y croire un petit peu, avoir envie d'y croire, et après quand on commence à voir les effets, ça donne envie de continuer en fait, de continuer. Très bien, en parlant de continuer, je pense que... Oui, donc pour le contexte, en fait, la citation, c'était avant d'intégrer le groupe Ultra, on m'a demandé donc de partager une citation qui me représente un peu. Et c'est une citation, c'est pas moi qui l'ai inventée de A à Z, c'est-à-dire que j'ai lu une citation et je m'en suis inspirée. Et donc c'est... Mon atout dans ce sport, ce n'est pas d'être née forte, mais d'avoir un courage et une persévérance devant lesquels mes peurs, l'échec et les difficultés s'évaporent. Donc voilà, c'est vraiment l'image que je veux transmettre dans ce sport. Qui vraiment, pour moi, c'est la citation qui, entre guillemets, me représente le mieux. Puisque c'est vrai qu'en fait, pour faire cette citation, j'avais demandé à Corentin, parce que Corentin a du recul sur moi, de lui dire pour lui quelles sont mes qualités en tant qu'athlète. Et il m'a dit que pour lui, c'était le courage. Donc voilà pourquoi je choisis cette citation. Très bien, ça va sortir en reel motivation. Je pense que c'est une motivation. Allez, on au compte de... Très bien. Super. On approche là la fin des questions rapides. Il ne reste pas beaucoup. Si vous deviez définir ce sport en une phrase, comment vous le feriez? Je vous pose beaucoup de colle aujourd'hui. Beaucoup de colle. Je suis pas gentil. Le street lifting ou l'endurance, le street workout de manière générale en une phrase. Oui, en une phrase. Ou en un mot, si vous deviez le définir en un mot. C'est une forme d'école de la vie pour moi. École de la vie. Si on arrive à retranscrire les valeurs qu'on véhicule dans ce sport, les forces qu'on sollicite en fait dans ce sport, si on arrive à les transposer dans d'autres domaines de la vie, on a tout compris quoi. On a tout compris et en fait le processus c'est peut-être différent, mais parce que l'objectif est différent, mais on va dire que le cheminement il reste plus ou moins le même, c'est-à-dire il faut toujours avoir un objectif parce qu'en fait quand on n'a pas d'objectif, déjà il n'y a pas de motivation. Enfin l'objectif c'est ce qui donne de l'espoir, c'est le moteur en fait de ce qu'on va faire, des actions qu'on va mettre en place. Et donc voilà, la première étape c'est l'objectif. Moi, si je devais choisir en un mot, comme Corentin a dit un peu, pour moi ce serait processus. Parce qu'en fait pour moi le streetlifting, que ce soit dans le sport ou dans la vie, ça m'a vraiment appris à faire confiance au processus, tout simplement.
Parce que c'est vrai qu'en fait, le streetlifting, c'est malgré le fait que par exemple dans ce sport, il y ait certaines personnes qui aient des facilités qui leur permettent de réussir plutôt rapidement. Je trouve que le streetlifting, c'est vraiment la mise en place de plusieurs étapes qui vont être concrétisées au fur et à mesure. Voilà, pour moi, c'est vraiment un long processus. Très bien. On va partir sur cette dernière question. Corentin, Noémie, si vous aviez un mot à passer l'un à l'autre en tant que coach et élève, qu'est-ce que ce serait ? Je lui dis souvent, mais ce serait merci pour tout, puisqu'il a vraiment réussi à me sortir d'une impasse, donc comme je l'ai dit, de stagnation où vraiment je ne voyais plus le bout. Et je sais qu'aujourd'hui, je lui dois énormément de choses. Mon titre de championne de la Réunion, je sais que je l'ai acquis grâce à lui, à mon coach physique, puisque voilà, c'est vrai qu'ils m'ont vraiment porté, ils m'ont vraiment coaché de façon... Vraiment, c'était une belle expérience, puisque c'est vrai qu'au-delà d'être mes coachs, ce sont des personnes qui sont importantes pour moi. Donc c'est vrai que de partager, comme je l'ai dit, ce long processus avec eux, c'est vraiment incroyable. Surtout que je mets en lumière leur investissement, parce qu'ils se sont vraiment donnés à 1000% dans cette préparation, que ce soit pour Midif, pour Olympia Noire ou même Only Squat, ils s'investissent vraiment à fond. Et ce serait donc voilà, vraiment merci pour tout, puisque c'est vrai que même au début de la préparation mentale, ils n'ont jamais arrêté de croire en moi. C'est vrai que depuis le début, moi, je ne l'ai pas forcément dit à Corentin, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas que j'y croyais pas, mais j'avais l'impression parce que quand on a commencé la préparation mentale, il nous restait 5 semaines avant une Midif, je me disais, mais en 5 semaines, mais c'est impossible. Ils étaient là en mode, tu vas faire ça. Moi, je me disais, mais vous croyez trop en moi. Et au final, ils ont eu raison. Et donc, pour ça, je dirais juste merci pour tout. Moi, je te dirais merci de m'avoir fait confiance et de continuer à me faire confiance. Merci pour toutes ces prépas passées ensemble, parce que chaque prépa est différente et j'apprends encore plus. Merci de faire honneur à mon travail et surtout merci de me faire grandir en tant que préparateur mental dans le métier. Voilà, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'aspect sportif, dans cette préparation, il y a vraiment un côté humain en fait. C'est vraiment des moments de partage où vraiment il y a un partage de moments, un partage d'expériences, de savoir qui est vraiment très enrichissant. Donc comme je l'ai dit, tant en tant qu'athlète qu'en tant que personne. Très bien, merci à vous pour ces superbes mots pour finir sur ces questions rapides. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. C'est ça la technique. C'est ça la technique. C'est commencer en premier. Très bien. J'ai préparé une petite rubrique supplémentaire que j'ai appelée les questions du haut. Je vous explique rapidement le principe. Je vous pose une question et c'est à propos de l'autre et vous devez répondre. Ok. Ouais. Alors, Corentin, quelle est la séance préférée de Noémie ? Actuellement, je dirais quand même, ça a tout intérêt que ce soit ces séances squat, étant donné qu'elle prépare la compétition de squat, mais c'est vrai qu'elle avait mentionné tout à l'heure que les dips c'est une thérapie pour elle, donc c'est voilà, si je dirais actuellement c'est certainement ces séances squat. Parce qu'en même temps, elle est vraiment focus là-dessus. Mais sinon, les dips, ça reste une thérapie. Donc c'est un mouvement vraiment, c'est son point fort et c'est aussi ce qui lui permet c'est ce qui lui permet de. J'ai voulu aller trop loin, mais voilà. 3 petits points. Voilà. 3 petits points. Très bien. Noémie, quel conseil répète le plus Corentin ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil, un point sur lequel il appuie le plus souvent, que ce soit un aspect technique, mental ? Concentre-toi sur toi. Je pense que c'est ça, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez... Je suis pas quelqu'un de dissipé, mais voilà, je peux rapidement penser à autre chose. Ou ça arrive qu'elle m'envoie encore des stories d'autres personnes, je lui dis concentre-toi sur toi. Voilà, donc ce serait vraiment concentre-toi sur toi, parce qu'il sait que j'ai tendance parfois à me concentrer sur des choses qui n'en valent pas la peine, et voilà, concentre-toi sur toi. Très bien. Corentin, je pense que tu as un petit peu répondu avant du coup, mais c'est quelle séance que Noémie redoute le plus ? Du coup, c'est quand même les séances muscle up. J'espère te connaître bien, séances muscle up par rapport à ces tendinites. Mais de toute façon, l'objectif, c'est pas là-dessus en ce moment, donc ça va. Y a pas... Très bien. Noémie, quel aspect Corentin préconise-t-il le plus pour ta prépa ? Quel aspect ? Je
je pense qu'il privilégie vraiment ma santé mentale par rapport à la prépa, par rapport aux études, c'est-à-dire qu'il va toujours veiller à ce que l'important ce soit que je suis dans une bonne santé mentale, parce que mine de rien, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais la préparation mentale, c'est quand même une charge. C'est-à-dire que nous, comment on procède, on fait ça par visio, souvent on fait les visios le soir, et il va toujours veiller justement à ce que ce ne soit pas forcément une contrainte pour moi. Donc vraiment l'aspect bien-être de son athlète. L'équilibre en fait, Voilà. en toutes les sphères de la vie. Très bien. Écoutez, je vous remercie, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi. Merci à toi encore, pour l'invitation et voilà, j'espère qu'on a pu éclairer peut-être certains sur ce nouveau domaine-là. Parce que c'est vrai que c'est une notion qui est pas, je pense, qui est connue mais qui est un peu négligée, alors que franchement pour moi, même quand un athlète a confiance en lui, même quand il pense ne pas en avoir besoin, la préparation mentale, c'est vraiment... Je pense que c'est nécessaire à tous les athlètes, peu importe notre niveau, peu importe à quel point on peut avoir confiance en soi, puisque un athlète qui a confiance en lui, qui réussit, avec la préparation mentale, il ne peut que s'améliorer. Donc c'est pour ça que moi j'invite vraiment tous les athlètes, peu importe votre niveau, peu importe votre mental, à au moins s'intéresser une fois à ça et à voir vraiment s'ils ont l'opportunité d'expérimenter ça avec un coach, de le faire, parce que c'est vraiment une belle expérience, on apprend vraiment de nouvelles choses. Et pour moi, voilà, comme je l'ai dit, par rapport à la préparation physique, c'est vraiment du 50-50. Pour moi, le mental ne va pas sans le physique et le physique ne va pas sans le mental. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir en parler ici. C'était très intéressant pour moi justement également, parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas spécialement. Et on peut en parler pendant des heures si tu veux. Donc c'était très, très enrichissant. Pourquoi pas un deuxième épisode une prochaine fois. Avec le recul de sa troisième prépa. Voilà. Pourquoi pas. Merci encore. Est-ce que vous avez un mot à passer à la communauté ou à quelqu'un en particulier ? Une petite dédicace quand même à mon coach physique, qui est derrière la caméra. Donc c'est vrai que là je suis avec Corentin qui est mon préparateur mental, mais il y a aussi mon préparateur physique. Donc c'est vrai qu'en fait aussi un point important, c'est de savoir que Corentin et Quentin, donc mon coach physique, ils collaborent beaucoup entre eux. C'est un travail à trois. Voilà, c'est un travail à trois, puisque forcément il faut que Quentin il adapte mes progs par rapport à ce que Corentin prévoit, etc. Donc voilà, c'est une petite dédicace à lui quand même, qui collabore vraiment avec Corentin dans ma progression. Et dédicace à toute la communauté de Street Workout, en particulier la communauté de Street Workout à La Réunion. Donc voilà, s'il y a un message à faire passer, c'est continuer à avancer vers ce qui vous fait rêver et ne vous donnez pas de limites. Voilà, et moi un petit mot aussi à la communauté féminine, s'il y a des filles qui hésitent, franchement les filles, faut pas hésiter, c'est une belle expérience, faut pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur de commencer, parce que de toute façon, au pire, on n'a rien à perdre, au mieux, on a tout à gagner. On va rester là-dessus, c'était... Dernière question, est-ce que vous aimeriez voir une ou plusieurs personnes en particulier venir discuter sur le podcast ? Moi, oui, Quentin, notre préparateur physique, parce que lui aussi, c'est vrai qu'il est champion de la Réunion en moins de 80 kg. Donc voilà, lui aussi c'est vrai qu'il nous a fait une belle compétition et je pense que par rapport à d'autres coachs de la Réunion, il a une approche vraiment différente du sport. Et je pense que ça peut être un peu intéressant d'avoir justement son point de vue qui diffère justement des autres athlètes qu'on peut voir et des autres coachs également. Très bien. Invitation acceptée ? Absolument. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Flow Sport Equipment pour soutenir mon travail si vous voulez encore de nouveaux équipements, notamment pour le street lifting, des nouveaux textiles. Allez vous abonner aussi à notre compte Instagram, au compte de Corentin, Noémie. Et sur ce, je vous souhaite à tous bons entraînements, bonne soirée, bonne journée. Et à très vite, probablement avec Quentin. Bonne soirée. Ciao.